Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, en vous expliquant ce que va être le premier rendez-vous avec un vendeur, parce que concrètement, nous, notre métier en tant qu'agent immobilier, c'est vraiment un travail de relationnel, de prospection, de communication pour essayer justement d'avoir des mandats et donc de prospecter pour faire des estimations et pour estimer les biens des gens, pour essayer d'avoir un maximum de mandats qui nous permettent de vendre des biens. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, vous expliquer ce que est concrètement la méthodologie à appliquer lorsqu'on rencontre un vendeur, j'ai décidé de vous faire une vidéo au sein de cette formation, un peu FAQ dans lequel je réponds, je passe en sujet, un petit peu comme si c'était une petite conclusion, une petite introduction en fait du métier. Donc répondre à plein de questions, histoire que, encore une fois, vous ayez un maximum d'expérience. Donc encore une fois, quelles sont les qualités à envisager lorsqu'on fait ce métier? Déjà, il faut avoir un bon relationnel, il faut aimer les gens, il faut aimer aller vers les gens, il faut être bosseur, il faut être quelqu'un de droit, il faut que les gens sentent qu'on est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Et voilà, il faut vraiment appliquer une bonne méthodologie et aimer travailler, aimer aller vers l'avant, aimer aller vers les gens. Au-delà de ça, après, il n'y a pas de caractère vraiment défini, c'est votre personnalité qui va faire la différence. Et voilà, là-dessus, il n'y a pas de calque à appliquer pour réussir. Restez vous-même et ça sera très bien comme ça. Quelle est la différence entre un agent immobilier, un agent commercial, un consultant, voilà, toutes ces appellations? En fait, il n'y a pas vraiment de différence. Les deux font le même métier, sauf que l'agent immobilier est celui qui détient la carte professionnelle. La carte professionnelle est ce qui vous permet de vous mettre à votre compte, de créer une agence. Il faut, un peu comme les coiffeurs, je crois, il faut qu'il y ait une personne au sein de la structure qui détienne cette carte professionnelle. Donc vous n'êtes pas obligé de la détenir vous-même, ça peut être quelqu'un qui a n'importe quelle fonction au sein de votre structure, ça suffira largement. Donc si vous êtes agent immobilier, c'est que vous déteniez la carte professionnelle. Pour la détenir, il faut soit avoir fait un BTS immobilier, soit avoir 3 ans d'expérience en tant que cadre, soit avoir 10 ans d'expérience en tant que salarié classique, sans avoir le salaire du cadre, ou bien avoir l'équivalence. Il y a des équivalences qui existent et sinon il faut l'équivalent d'un bac plus 5. Donc voilà, c'est ce qu'il faut détenir pour prétendre à faire la demande pour avoir la carte professionnelle, qui peut être la carte transaction, qui peut être la carte gestion ou syndic. Donc voilà, ça c'est un peu toutes les fonctions. Combien est-ce qu'on peut gagner dans l'immobilier? C'est assez variable, ça dépend vraiment de votre efficacité, si vous êtes payé à la commission, sinon vous pouvez vous faire salarier au sein de différentes structures, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc moi je pense qu'à mon sens, un agent immobilier correct, ça gagne environ un peu plus de 2000 euros, et ensuite ça peut aller et dépasser les 5000 euros. Il n'y a pas vraiment de limite en fonction des régions. Si vous êtes vraiment dans le haut de gamme, si vous êtes à Paris, bon, voilà, vous pouvez déplacer très largement cette somme et atteindre les 10 000 euros, voire plus. Ensuite, donc, quel est le rôle de l'agent immobilier? On fait énormément de tâches. On est vraiment un vrai couteau suisse. C'est-à-dire qu'on fait du relationnel, on fait du démarchage, de la prospection, on fait des estimations, donc on connaît un secteur, on se fait connaître sur un secteur, on fait de la négociation, on remplit des mandats, donc on a un peu de juridique avec les vendeurs, on doit rassurer les vendeurs, ensuite on met un bien en vente, on doit faire de la photo, si on fait de la vidéo c'est mieux, si on est à l'aise en communication c'est mieux, on doit communiquer partout, publier sur des supports de publication, on doit gérer un petit peu l'informatique, on travaille avec des logiciels, des CMS qui nous permettent donc de partager les biens en ligne, de renseigner les acheteurs, ensuite on met les biens en ligne, on renseigne les acheteurs, on fait un peu la jonction entre l'acheteur et le vendeur, on doit être équitable vis-à-vis des deux, on doit savoir négocier, on doit savoir conclure une vente, on doit savoir échanger avec des notaires pour monter des dossiers de vente, on doit suivre les processus auprès de courtiers, connaître des financements, voilà, plus le travail sur le terrain classique, c'est-à-dire accrocher un panneau en haut du quatrième étage, accrocher sur un balcon, connaître un petit peu voilà, toutes les notions de rénovation, puisque parfois vous allez avoir des dégâts des eaux, parfois vous allez être confronté à des fissures dans des immeubles, etc. Vous devez être en relation avec des artisans, dans le cadre de rénovation, avec des architectes. Voilà, vous allez vraiment faire de tout, vraiment tout, et c'est dans ce sens-là que ce métier est vraiment passionnant.
Donc il faut avoir un peu la fibre de l'immobilier. Je pense que dès le début, on est assez vite fixé si on a le goût de l'effort, si on a vraiment le tempérament pour faire ça ou pas, parce que c'est un métier qui est assez difficile, surtout dans les premiers temps, quand on doit passer des 1000 flyers par jour, hein, en plein été ou dans le froid, etc., où les gens nous disent non, je ne vous ouvre pas, non, je ne veux pas d'agent immobilier, qu'on fait de la pige au téléphone, que les gens nous raccrochent au nez. Bon voilà, il y a tout cet aspect avant de se faire son relationnel, avant de dépasser tout ça, qui est assez dur. Et vous allez vite voir si c'est une contrainte ou si vous aimez le goût du risque et si vous aimez le business et aimez aller vers l'avant et aimez ce côté entrepreneur en fait. On dit qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se jette d'un pont ou d'un toit et qui fabrique son parachute pendant la chute. Donc voilà, il faut aimer un peu ce goût du risque puisque on prend constamment un petit peu des risques et que comme tous les entrepreneurs, on entreprend des choses et forcément ça plaît pas, ça laisse jamais sans réaction et voilà, il faut aimer ça tout simplement pour dépasser tout ça et y prendre du plaisir. Ensuite, on a parlé de rémunération, donc je vous montrerai comment fabriquer justement de quoi communiquer, comment vous faire connaître, qu'est-ce qui serait important, comment doit s'habiller un agent immobilier. Alors il faut quand même, on montre une image de soi hein, qui doit être assez professionnelle, donc on doit s'habiller quand même relativement classe, être en jean ou être en short, ça ne le fait pas trop. Après, au-delà de ça, l'important c'est d'être à l'aise dans son corps. Quand on est en prospection, il vaut même mettre des baskets, une tenue dans laquelle on est à l'aise parce qu'on va transpirer, on va avoir chaud. Ça reste du sport, hein, entre guillemets. En tout cas, il y a un certain goût de l'effort. Hein. Si vous faites une prospection, vous devez mettre un flyer entre deux maisons et qu'à chaque fois vous devez faire 4 minutes de marche et que vous devez faire ça pendant 4-5 heures, voilà, vous avez compris que ça reste assez sportif. Donc prospection, il faut une tenue un petit peu décontracte, il faut être à l'aise dans sa tenue. Sinon, quand on rencontre un vendeur et qu'on fait visiter des biens, il faut malgré tout être assez classe. Bon, on n'est pas obligé d'être en costume, hein, forcément. Après, c'est à vous de vous adapter en fonction de la zone géographique dans laquelle vous vous trouvez, du contexte citadin ou pas. Voilà, c'est à vous de. Mais de manière générale, on est là pour imposer une image de marque, donc il faut s'habiller un peu classe. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de dress code. En Europe, on est plutôt conservateur. Maintenant, en Angleterre, on peut avoir des tatouages, des piercings et malgré tout être banquier. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, c'est à vous de vous référer un petit peu à la culture dans laquelle vous évoluez. Mais voilà, en soi, il n'y a pas forcément de. On peut être un très bon agent immobilier, être un personnage assez atypique. Voilà, du moment que vous êtes professionnel et que les gens vous recommandent, il n'y a aucun problème. Ensuite, il va falloir communiquer. Il faut aimer le téléphone, hein, malgré tout. Beaucoup de contacts se font soit par mail, soit par téléphone, mais voilà, il faut générer du contact, il faut aller vers les gens, il faut envoyer du flux, que ce soit au téléphone ou que ce soit par mail ou par texto, il faut quand même aimer arroser et je vous incite à le faire. Il va falloir faire marcher votre relationnel, il faut être un peu droit dans ses bottes et il faut faire marcher son réseau, ça fait gagner énormément de temps. Donc dites aux gens autour de vous que vous faites de l'immobilier, dites-le sur Facebook, appelez vos amis. Tout le monde doit savoir que vous faites de l'immobilier. Tout le monde doit, lorsqu'il pense à un agent immobilier, il doit penser à vous. Ensuite, il faut connaître quand même son secteur. Alors comment est-ce qu'on choisit son secteur? Là-dessus, je n'ai pas vraiment de recommandations à vous faire. Je pourrais vous conseiller un petit peu sur Marseille, certes, mais encore une fois, c'est une question de feeling, c'est une question de personnalité, c'est une question de l'endroit où vous habitez. Je vous conseille quand même de définir un secteur qui ne soit pas trop large, hein, qui puisse être prospecté en un mois. Dans l'idéal, vous devez pouvoir passer au moins une fois et demie sur chaque endroit de votre secteur. Donc si vous pouvez passer 2 fois sur tous les endroits de votre secteur, c'est que votre secteur est bien. C'est bien de prendre un truc assez large, mais malgré tout, les gens, comme ils doivent être habitués à votre présence, si vous prenez un truc trop large et qui est mal prospecté, ça ne sert à rien. Il vaut mieux avoir un petit secteur qu'on connaît comme sa poche et être connu comme le loup blanc à cet endroit-là. Ensuite, si vous habitez à tel endroit et que vous voulez faire du haut de gamme à tel endroit et qu'à chaque fois vous devez faire la navette, au bout d'un moment vous allez vous décourager. Donc je vous conseille de prendre un secteur autour de chez vous. Lorsque vous achetez le pain, voilà, je suis dans l'immobilier, je vous laisse ma carte. Lorsque vous allez chez le coiffeur, tiens, je vous laisse ma carte, je fais de l'immobilier. Lorsque vous allez chez votre banquier, voilà, je fais de l'immobilier.
je souhaite acheter un immeuble. Non, je rigole. Voilà, vous devez parler constamment et communiquer facilement, que ça soit quelque chose d'à l'aise, hein. Donc c'est mieux si vous êtes implanté, si par exemple les amis de vos parents peuvent vous implanter, si votre cercle amical peut vous implanter, si, bon, je sais pas, voilà, partout autour de vous, vos amis, etc. Faites marcher vos relations, faites en sorte que tout le monde vous connaisse. Donc il y a des secteurs en devenir, il y a des secteurs implantés, il y a des secteurs très haut de gamme. Voilà, il y a des philosophies différentes sur chaque secteur, mais grosso modo, ça sera un peu le même métier dans le sens où les gens doivent vous connaître sur ce secteur-là. C'est vraiment quelque chose d'important. Un bon agent immobilier, quelqu'un qui laisse sa carte constamment. Donc, un bon agent immobilier, quelqu'un qui laisse, voilà, je sais pas moi, 50 cartes de visite par mois. Voilà, ça peut être un bon ratio. Le donnez pas à tout et n'importe qui. Il faut quand même accrocher le contact et que les gens se rappellent de vous. Ça, c'est vraiment très important. Mais lorsque vous échangez avec des artisans, des professionnels, à chaque fois, n'hésitez pas à placer et à expliquer que vous êtes dans l'immobilier. Voilà. Comment est-ce qu'un agent immobilier gagne sa vie? Il gagne sa vie par rapport à une rémunération, par rapport à des honoraires, donc en fin de course. Combien de temps dure ce processus? On va dire que le délai classique en vente, c'est à peu près 3 mois. Ça peut être beaucoup plus long sur des zones un peu plus compliquées. Voilà, plus c'est tendu, plus ça va se rallonger. Non, c'est l'inverse. Donc voilà, plus il y a de la demande, plus ça va aller vite entre guillemets. Et si vous êtes du très haut de gamme, si vous faites des très grosses maisons, vous allez vendre beaucoup moins, vous allez faire moins de quantitatif, mais plus de qualitatif. Donc ça dépend un petit peu. Si vous vendez des petits studios, vous allez en vendre souvent, mais les commissions seront beaucoup plus basses. Donc voilà, ça c'est un truc à garder en tête. Entre le moment où vous débutez et le moment où vous allez faire vos premiers ventes, il va se passer à peu près 6 mois. Je pense que c'est un délai qui est voilà, assez juste. Entre le moment où vous rencontrez un vendeur et le moment où vous allez vendre, il va se passer, allez, 4 mois et demi, à mon sens. Donc voilà, c'est un métier sur lequel il faut être patient, il faut un métier sur lequel on met des actions au quotidien, c'est un métier sur lequel on sème pour pouvoir récolter. Donc dans un premier temps, au début, ne vous découragez pas, vous n'allez pas, voilà, il faut avoir une vision un peu à long terme, vous faites ce métier pour au moins les 5 ans qui viennent, au minimum, et probablement pour les 10 ans. Au bout d'un moment, vous pouvez relâcher le pied et essayer de cumuler avec une autre activité si vous le souhaitez. Mais au début, vous allez travailler comme un fou dans cette activité. Si vous n'êtes pas formé et que vous ne travaillez pas suffisamment, vous risquez de ne pas y arriver et de vous décourager encore une fois. Au début, il faut vraiment travailler comme un taré. Une fois qu'on a chopé le truc, voilà, ça va assez vite. C'est important de bien cerner avec c'est bien de cerner les gens avec qui on va faire du business, avec qui on s'engage. Si vous travaillez au sein d'une structure, faites en sorte de bien cerner avec les gens avec qui vous allez travailler, savoir si vos managers, si la direction vous apprécient vraiment et sont des gens qui fonctionnent sur l'humain et non pas sur le business destructeur. Voilà, il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de personnes dans l'immobilier, il y a très peu de bons managers, hein, puisque les commerciaux enfin les directeurs sont souvent des anciens commerciaux, donc on n'a pas forcément la fibre pour transmettre, pour manager vraiment les gens. Le métier de manager, c'est un métier à part entière, donc si vous êtes manager au-dessus de vous, faites attention, essayez de vraiment bien cerner les gens, histoire de ne pas perdre du temps, de ne pas vous engager avec des gens qui soient pas très bien intentionnés. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, comment l'agent immobilier gagne sa vie? Donc, comme je vous l'ai expliqué, l'agent immobilier gagne sa vie au bout d'un certain moment, lorsque la vente est réalisée, au bout de l'acte authentique. Hein, c'est le notaire qui va vous payer vos honoraires. Donc, il fait un peu le dispatch. Hein, il paye le syndic s'il faut, il paye voilà, vos créanciers, c'est-à-dire les instituts financiers, bancaires, etc. Ensuite, il paye la commission à l'agence et ensuite il reverse le net vendeur au vendeur. Donc vous, c'est le notaire qui va vous payer. Et comment est-ce qu'on peut gagner sa vie? Vous pouvez faire de la location. La location, c'est un moyen pour gagner de l'argent à plus court terme. Hein. Le processus est beaucoup plus court. C'est-à-dire que vous avez un mandat de mise en location. Une fois que vous avez trouvé le locataire, vous êtes rémunéré. Ensuite, vous pouvez gagner de l'argent en faisant de l'affiliation aux prêts d'artisans, par exemple. C'est-à-dire si un acheteur veut faire des travaux, vous pouvez faire des partenariats avec des artisans et recommander tel artisan s'il est de qualité, bien évidemment. Le but, c'est de faire une stratégie des ponts sur le long terme. Et ensuite, travailler avec un courtier. À quoi sert le courtier? Le courtier est là pour vérifier
les financements, je vous l'ai déjà expliqué. Lorsqu'on a un acheteur qui veut formuler une offre, avant même de prévenir le vendeur, on va prévenir son courtier. Trouver un bon courtier de qualité, travailler avec lui. Pourquoi? Parce que lui, il va vérifier vraiment si la personne est solvable. Il est mieux à même que vous de demander à la personne combien elle gagne, est-ce qu'elle a un crédit en cours, est-ce qu'elle joue sur des jeux d'argent, est-ce qu'elle a des enfants, etc. Vous, c'est pas forcément, c'est votre rôle aussi, attention, hein, ça vous de vérifier tout ça, mais lui, c'est son métier à part entière. Donc, il va vérifier la solvabilité des personnes. Donc, avant de vous engager, dire au vendeur, voilà, j'ai reçu une offre à tel prix, est-ce que vous l'acceptez, vous ne l'acceptez pas? D'abord, vous allez vérifier que la personne est capable de, entre guillemets, aller au bout de ses engagements et donc est en capacité d'aller jusqu'au bout. Ça ne sert à rien de signer un compromis et d'attendre 3 mois. Le vendeur va vous le reprocher si les personnes n'arrivent pas au bout. Donc il faut vraiment trouver un bon courtier parce qu'il va faire un peu comme un filtre et un entonnoir pour trouver voilà, des contacts de qualité. Et vous, si vous avez partenariat avec ce courtier, à chaque fois que vous allez lui dénoncer un contact, vous allez pouvoir toucher un peu d'argent. À la fin de l'année, ça va vous payer vos vacances, c'est pas désagréable non plus. Donc ça c'est la première chose à faire et comprenez que si vous avez un acheteur par exemple avec qui le feeling passe bien, vous allez comprendre son projet et donc vous allez demander son budget, ce qu'elle recherche, etc. Et si vous voyez que la personne est un peu juste, demandez-lui vraiment est-ce que vous connaissez un bon courtier. Vous vantez les mérites de votre courtier et donc vous allez dénoncer son contact. Et ainsi, même si l'acheteur ne vous achète pas un bien à vous, parce que vous n'avez pas forcément, la personne n'a pas tilté sur le bien que vous vendez et qu'elle se dirige vers un autre bien d'un autre confrère, elle va quand même se rappeler, ah, oui, j'avais échangé avec ce courtier, c'est vrai, c'est devenu mon référent, un peu comme peut l'être un agent immobilier avec un vendeur. Et donc, même si vous ne faites pas affaire avec cet acheteur-là, si le courtier, lui, va au bout de son engagement avec cet acheteur-là, vous allez toucher également une commission. Donc, en fonction de la valeur, vous allez pouvoir toucher, je sais pas moi, 3, 4, 5, 600 euros. Ça peut aller à 1000, 2000 euros. Voilà, ça dépend vraiment de la valeur du bien, voire plus. Hein, il n'y a pas de limite à ça. Voilà, donc, c'est toutes les manières qui nous permettent de gagner de l'argent. Combien est-ce qu'on fait de ventes par mois? Ça, c'est aléatoire. Hein. Si on peut vendre, on peut faire entre 1 et 2 ventes par mois, je pense en moyenne. Après, si vous êtes très bon, il n'y a pas de limite. Hein. Vous pouvez faire parfois, ça m'est arrivé de faire 2 ventes par semaine. Voilà, après, ça dépend ce que vous vendez aussi. Si vous vendez des studios, vous allez en vendre plus. Si vous vendez des maisons, des immeubles, des choses un peu lourdes et compliquées, ça sera un peu moins récurrent. Donc voilà, c'est un métier qui, moi je pense, est passionnant, c'est un métier qui est fait pour toi, c'est un métier qui va beaucoup t'apporter humainement, au niveau de ton relationnel. Cette fibre-là, ce truc-là que tu chopes, crois-moi qu'une fois que tu l'as chopé dans ce travail, c'est un truc qui peut se refléter dans dans toutes tes activités, dans tous les registres, dans toutes les caractéristiques de la vie. Donc c'est vraiment quelque chose de bien. Je pense que un peu comme le fait d'être entrepreneur, on dit que lorsqu'on devient riche, on devient un peu une meilleure personne. C'est un peu la même chose pour l'agent immobilier. C'est-à-dire quand on devient un bon agent immobilier, tu deviens aussi une meilleure personne. Pourquoi? Parce que tu l'auras compris que c'est un métier de bouche, de relationnel. Et lorsque les gens te font confiance, c'est pas pour rien. C'est parce que ils estiment que tu es quelqu'un déjà d'efficace, de bon, et quelqu'un de fiable. Et ça, croyez-moi, ça vous permet de tisser des relations et des liens sur le très long terme. Et il n'y a rien mieux que ça. C'est-à-dire que lorsque vous faites un bon travail pour quelqu'un qui vous recommande à toutes les personnes autour de lui, croyez-moi, vous n'allez jamais avoir de difficultés puisqu'au bout d'un moment, vous serez connu comme le loup blanc et c'est les gens qui vont venir vers vous. Et ainsi, ça sera beaucoup plus facile d'imposer vos conditions et votre manière de travailler. Voilà, tout simplement. Donc au début, on prend un petit peu tout ce qui vient, on va au charbon, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Mais au bout d'un moment, lorsqu'on a fait sa place, il y a un vrai marché dans l'immobilier, contrairement à d'autres business où c'est un peu en dents de scie. L'immobilier, ça reste quand même assez constant. Donc même s'il y a des grosses crises financières, on a quand même besoin d'agents immobiliers sur les grosses crises. Donc voilà, ça à retenir. Et retenez qu'il y a des périodes. Alors nous, on s'adapte un petit peu au marché. Donc voilà, nous, les crises économiques, on s'adapte, on surfe les vagues. Donc il y a des moments où il faut plus travailler les acheteurs et des moments où il faut plus travailler les vendeurs. Ça, c'est un truc à comprendre tout simplement. Il y a un moment où c'est l'acheteur qui a le plus besoin de vous. Il y a des moments où c'est le vendeur qui a le plus besoin de vous. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les acheteurs ont besoin de vous parce qu'il y a très peu de vendeurs.
hein, et donc ils recherchent vraiment des biens et tous les agents immobiliers n'ont pas le temps vraiment de fidéliser les contacts des acheteurs. Et il y a un moment où le marché, quand il se casse la figure, là c'est le vendeur qui a besoin de vous parce que les acheteurs, il n'y en a quasiment plus, plus personne n'a d'argent et il y a plein de biens à la vente. Et là, dans ces cas-là, c'est les vendeurs qui ont vraiment, vraiment besoin de vous, d'agents immobiliers efficaces qui font la différence. Donc dans tous les cas, quand il s'agit de biens à vendre à 50, 100, 150, 200, 500 000, 1 million, 5 millions, 10 millions, 50 millions d'euros, je vous le souhaite. Dans tous les cas, ces personnes-là, vu les montants qui sont évoqués, ils ont besoin de personnes efficaces. Donc dans tous les cas, voilà, vous aurez toujours du boulot, vous aurez toujours de quoi intervenir, vous inquiétez pas dessus, c'est un travail qui est vraiment prospère. Donc je réfléchis, je pense qu'on va arrêter la FAQ ici. Sur quoi vous concentrer, c'est vraiment la prospection dans un premier temps. Il vous faut un flyer gagnant. Voilà, ce flyer, et grosso modo, c'est à peu près le même que je modernise régulièrement. C'est mon best-seller, il m'a fait gagner énormément d'argent. Il m'a permis d'acheter plein de biens immobiliers, dont ce superbe appart dans lequel je suis actuellement. Voilà, essayez de trouver des bons moyens de communication, travailler là-dessus. Et après, il faut arroser, arroser, arroser. Rien ne vaut la présence d'un papier physique, ça, ouais, vous l'avez dans votre boîte aux lettres, peut-être que... Et c'est toute la difficulté de la prospection, c'est essayer d'aller dans des endroits dans lesquels les gens ne vont pas. Donc ça, il faut se casser la tête pour essayer d'être un peu unique, de retrouver un petit peu une primeur, faire en sorte que, ah oui, ça y est, il y a quelqu'un qui est prêt à m'aider, qui est prêt à prendre en main mon projet immobilier, enfin. Donc il faut essayer de se démarquer de la concurrence. Je vais vous montrer comment faire dans les prochaines vidéos. Mais voilà, ça c'est important de communiquer différemment, et d'arroser, vraiment d'arroser, d'être présente partout. Voilà, les gens, dans un premier temps, il faut vraiment se faire connaître, faut y aller les gars, il faut y aller. Alors le qualitatif c'est bien, moi je suis un bourrin, hein. Je suis un bélier, je suis un fonceur, donc moi je peux en foutre, voilà, tu peux marcher dans la rue sur mes secteurs de prospection, dans le centre-ville de Marseille, et voir ma tête sur toutes les voitures pendant 10 minutes. Ouais, j'ai pas de problème avec ça. Maintenant, si toi tu es plus dans le qualitatif, et que tu veux laisser ton prospectus qui sera gardé à la bonne personne, tiens, voilà, et que la personne ne t'oublie jamais pendant les 3 ans qui viennent, voilà, si toi c'est ta méthode, le tout après c'est d'adapter les conseils de ces vidéos à ta personnalité à toi. Donc il n'y a pas de vérité absolue, je vais te montrer vraiment tous les cas de figure, mais dans tous les cas, il faut aller vers les gens et il faut faire cet effort de tiens, je fais ça, je peux t'aider là-dessus. Voilà, on ne veut pas des promesses en blanc. On veut des vraies promesses tenues, mais il faut vraiment aller vers les gens parce que les gens ne vont pas venir vers toi, tout simplement, mon ami. Donc, c'est à toi de faire l'effort d'aller vers les gens. Donc là, à cette étape de la vidéo, je pense que tu es décidé à te lancer. Le meilleur statut pour moi, c'est le statut d'auto-entrepreneur. Tu peux bénéficier de l'ACRE qui te permet d'avoir des réductions en termes de charges. Ça va être dégressif. La première année, je crois que tu vas payer 5% de charges. Après, c'est 8. Après, c'est 12. Après, ça va être 15. Ça peut monter jusqu'à 25 après. Mais voilà, auto-entrepreneur, c'est ce qu'il y a de mieux pour débuter. Et c'est de trouver une bonne structure. Et c'est de t'associer avec des bonnes personnes. Et c'est de t'associer avec d'autres confrères. Et c'est de communiquer avec d'autres confrères. Ça, c'est important aussi de te faire des amis dans le game qui soient sains et qui peuvent être des partenaires. C'est-à-dire que on est confrères, on n'est pas adversaires dans ce métier-là. Donc attention, on ne peut pas travailler avec tout et n'importe qui, parce qu'il y a beaucoup de tocards entre guillemets dans ce métier. C'est un métier qui est devenu à la mode où les gens font un peu n'importe quoi. Mais voilà, les gens qui sont pas efficaces, on les met de côté. Par contre, les gens de qualité, crois-moi, ceux-là, il faut que tu les connaisses vraiment, parce que le jour où tu as besoin de telle ou telle chose, voilà, un coup de fil et tu vas le trouver direct, parce que sinon, tu peux ne jamais le trouver tout seul. Donc, l'union fait la force aussi, les amis. Et il y a un proverbe qui dit, il vaut mieux être plusieurs sur un beau coup que tout seul sur un mauvais. Donc ça c'est important également, de te faire des bons contacts. Ça rejoint ce que je te dis depuis le début, c'est un métier de relationnel. Donc dans tous les cas, il te faut des partenaires de qualité. C'est ce qui fait la différence dans la vie. Il faut que tu aies des bons notaires, il faut que tu aies des bons courtiers, il faut que tu aies des bons collaborateurs, il faut que tu aies des bons confrères, il faut que tu aies des bons
artisans, il faut que tu aies des bons commerçants sur ton secteur qui parlent de toi. Il faut que, voilà, c'est un travail d'équipe, donc il ne faut pas hésiter à motiver les gens. Comment est-ce que tu peux motiver les gens? Tu peux les motiver en leur promettant, c'est-à-dire en rémunérant des apporteurs d'affaires. C'est-à-dire une personne, toi tu vas passer les flyers, voilà, il faut que tu en passes 1000 pour avoir un retour. Et 1000, ok, mais voilà, en mettre 1000 dans des boîtes aux lettres ciblées, crois-moi, c'est pas si simple que ça. Les gens sont harcelés par de la pub. 1000 coups de fil au téléphone aussi, c'est compliqué. Bon, au niveau téléphone, c'est pas les mêmes ratios, hein, mais voilà, tu peux faire également du phoning, ça marche très bien. Je te montrerai dans les prochaines vidéos comment faire. Mais voilà, si toi tu croises un ami autour de toi, tu lui dis, voilà, si tu connais quelqu'un qui a un projet immobilier, tu lui donnes mon contact, tu deviens mon apporteur d'affaires. En cas de réalisation, si je rentre le mandat, que je fais la vente, je réalise la vente, grâce au contact que tu m'as amené, je te reverse un pourcentage de ma commission. Voilà, si tu dis à la personne, tiens, je te promets l'équivalent de 600, 800 euros, voilà, un iPhone dernier cri, juste pour un contact que tu m'as amené, crois-moi, ça va le motiver. Et donc voilà, il faut du gagnant-gagnant. Il ne faut pas être seul sur un mauvais coup, il ne faut pas rester dans sa bulle comme ça, c'est pas comme ça que ça marche. Tu peux faire énormément de ventes grâce au contact que les gens t'amènent. Donc ça, c'est vraiment important d'être bien entouré, de communiquer comme il faut et voilà, s'entourer de personnes qui te tirent vers le haut. Même pour ta motivation à toi, c'est vraiment très important. Donc, fixe-toi des objectifs dans un premier temps, des objectifs réalistes. Donc, tu dois, alors encore une fois, un mauvais agent immobilier, il va faire 60 000 euros par an de chiffre d'affaires hors taxe. Un moyen agent immobilier va faire entre 60 et 100. Un bon agent immobilier va faire entre 100 et 200. Un excellent agent immobilier il va faire entre 200 et 400 000 euros de chiffre d'affaires. À toi de savoir dans quelle catégorie tu vises. La première année, il faut rester assez réaliste, mais fixe-toi aussi des objectifs. Très important. Tu dois savoir combien tu dois faire de ventes. En fonction des zones, il y a des périodes où on a besoin d'énormément de mandats pour faire une vente et d'autres beaucoup moins. C'est-à-dire lorsqu'il y a très peu de biens à la vente, lorsque le marché prospère, voilà, si tu as si tu as 5 mandats, c'est déjà suffisant. Ensuite, si tu as entre 5 et 10 mandats dans une période qui est bonne, c'est bien. Une période un peu moyenne, il faudra que tu aies entre 15 et 25 mandats. Donc, voilà, c'est important de savoir combien tu as besoin de mandats pour vendre. Et après, ces conseils-là ne s'appliquent pas de partout. Bien évidemment, si tu habites à Paris, déjà, si tu as 4 mandats de qualité, tu es très très bien, mon ami. Voilà, donc il y a des zones qui sont beaucoup plus dures que d'autres. Après, ça dépend des périodes aussi. Donc voilà, tu dois avoir de tout. Quels sont les profils d'acheteurs? Tu as du primo-accident, la personne qui achète pour la première fois. Tu dois vraiment l'encadrer, elle n'a jamais fait ça de sa vie. Tu as la personne célibataire qui achète, qui a un peu plus de bouteilles, voilà, qui a 25-30 ans. Tu as le couple sans enfant, tu as le couple avec enfant, tu as la famille, tu as la grande famille, tu as l'investisseur qui cherche de la rentabilité, tu as le marchand de biens qui cherche des biens avec voilà, perspective de plus-value, donc une très grosse rentabilité. Tu as un peu de tout, donc tu vas voir un petit peu de tout. Voilà, donc voilà les amis, c'était la fin de cette FAQ. Si je pense à d'autres questions, je vous ferai une deuxième FAQ. Mais à cet endroit de la vidéo, tu dois comprendre que tu dois te faire des moyens de publication et tu dois faire de la communication. C'est-à-dire que tu ne dois pas attendre chez toi, dans ton canapé, surtout pas. Jamais de la vie que le téléphone sonne. Au bout d'un moment, tout le monde doit avoir ton téléphone. Il ne faut pas changer souvent de téléphone. Et voilà, crée-toi un Facebook Pro où tu mets quelques images professionnelles. Fais-toi un Instagram si c'est ton truc. Voilà, crée-toi un compte LinkedIn c'est le réseau professionnel, entoure-toi de professionnels. Donc dans un premier temps, tout le monde doit savoir que tu fais de l'immobilier. Donc il va falloir matraquer. Rien ne vaut la prospection physique. Hein, il y a d'autres méthodes qui existent. Mais rien ne vaut la méthode la plus efficace, la plus dure qui existe, c'est-à-dire la prospection physique. Rien ne vaut ce petit objet qu'on reçoit. Hein, vous m'avez promis ça, une estimation. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide pour estimer mon bien. Alors peut-être la personne ne sera pas vendeuse ou pas. Je pense qu'après 3 estimations, tu en as au moins une qui est vendeuse.
Si ce n'est 2, sur les 2, tu es sûr d'en vendre au moins une. Donc ça vaut le coup, hein. Les retours, comme je te l'ai expliqué, c'est 1 pour 1000 sur les flyers. Donc si tu en passes 3000, tu es sûr de faire une vente, entre guillemets. C'est des statistiques. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des statistiques. Ensuite, tu as le phoning. Alors, on appelle ça la pige, c'est-à-dire tu appelles des contacts qui sont en vente déjà sur Internet, les particuliers. Tu ne vas pas appeler les professionnels. Il existe aussi les chasseurs de biens. J'ai oublié de vous le dire. Un chasseur de biens, c'est quelqu'un qui ne se focalise pas sur le vendeur, mais sur l'acheteur, qui aide la personne à acheter. C'est en train de devenir la mode et ça peut être un truc bien, je te l'expliquerai dans une autre vidéo. Donc le phoning, tu appelles le particulier. Donc tu lui poses une petite question. Ah oui, vous vendez tel bien, il a quel étage, est-ce que l'appartement est ensoleillé? Ah d'accord, ok, très bien. Ah pardon, je ne me suis pas présenté, je suis un agent immobilier, voilà, je recherche pour des clients qui recherchent un bien, et tu décris un petit peu le bien de la personne, mettre un peu dans une mise en situation, et tu essaies d'obtenir un rendez-vous avec cette personne-là. Il y a des personnes qui sont très à l'aise avec le phoning, avec la pige, comme on appelle, d'autres pas du tout. Mais je pense que c'est un bon exercice, donc je te montrerai ça dans d'autres vidéos, comment être efficace en pige, comment réussir à obtenir des rendez-vous. Sachant que le but de ce rendez-vous, c'est pas d'avoir directement un mandat. Le but, c'est d'avoir un rendez-vous chez les personnes. Hein? Ah, vous n'avez pas encore... Comment vous avez défini le prix du bien? Vous n'avez pas eu d'estimation? Ah bah tiens, ça tombe bien, je propose des estimations. Est-ce que vous serez disponible à telle heure, à tel endroit? Oui, très bien. Ok, je vais noter votre adresse. Très bien, madame, on a rendez-vous à tel endroit. Je vous envoie un petit texto de confirmation avec ma carte et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous à telle date. Voilà, là, tu as déjà un rendez-vous. Donc, il faut cumuler un petit peu toutes ces stratégies-là. C'est très important. Donc, je ferme un peu la FAQ. À partir du moment de cette vidéo, tu as compris qu'il fallait beaucoup communiquer et le but maintenant, c'est d'avoir des rendez-vous vendeurs. C'est-à-dire que les vendeurs vous appellent pour des estimations. Et dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment estimer concrètement les biens des personnes, comment apprendre à faire les estimations. Hein, c'est le plus gros de votre métier, entre guillemets. Comment connaître un secteur, comment savoir sur ce secteur combien vaut tel logement et pourquoi. Tout ça, c'est un art que je vais vous transmettre, les amis. Très bon visionnage pour les prochaines vidéos.